Bienvenue dans le podcast littéraire Le Jardin. Ce nouvel épisode est en partenariat avec la librairie Le Divan, une librairie parisienne située dans le 15e arrondissement. Séparée de la Chine par un étroit détroit, idéalement située sur une route commerciale importante, la petite île de Taïwan est un pays de métissage, où s'exprime la diversité culturelle des peuples qui sont passés par là, de ceux qui y sont restés et de ceux qui y vivent depuis toujours. L'île a développé depuis longtemps une tradition littéraire, une tradition culturelle. Moi, je me rappelle des films taïwanais à la fin des années 90, par exemple. Et en ce début du XXIe siècle, l'île devient peu à peu un refuge pour les écrivains d'expression chinoise, qu'ils soient nés à Taïwan ou qu'ils viennent des diasporas chinoises de Malaisie ou d'ailleurs. Il faut dire qu'à Taïwan, le pluralisme des idées et l'ouverture aux autres gens tout comme aux influences de l'extérieur sont de mise. C'est presque un art de vivre quand on vit sur un petit territoire insulaire tourné vers le vaste monde. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que Yann Branchery, le libraire de la librairie Le Divan à Paris, près du métro Convention, Yann recevait justement un écrivain taïwanais, M. Chiang Cheng-kuo, pour son nouveau livre paru aux éditions Piquier, Taipei Pianissimo. Alors c'est un petit événement en soi de recevoir un écrivain venu d'Asie, parce qu'évidemment, c'est loin. Et c'est pas évident de faire venir des écrivains en librairie quand ils habitent à l'autre bout du monde. Au cours de cette rencontre, M. Kuo s'exprime en chinois, en mandarin, donc il sera traduit par Madame Odile Lai. J'ai gardé le début des réponses de M. Kuo en mandarin parce que je trouve que c'est une langue très mélodieuse et notamment le mandarin parlé à Taïwan est assez agréable à entendre même quand on n'y comprend rien. Donc je vous ai laissé quelques secondes à chaque fois de la voix de M. Kuo et très vite ce sera la voix de Madame Lai que vous entendrez. Les questions sont posées par Yann. Je vous laisse tout de suite en bonne compagnie pour découvrir le livre Taipei Pianissimo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain épisode. Ce livre raconte, je vais donner une petite piste, mais je laisserai l'auteur aussi raconter un petit peu. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va croiser la route d'un homme plus âgé, croiser la route de musiciens et tout tourne autour du piano, de l'apprentissage du piano, mais aussi de l'amour. L'âme du musicien qui vibre en résonance avec le piano et avec les passions, les désirs et les déceptions. La déception qui trouve écho aussi dans la carrière de ces musiciens, puisqu'il y a beaucoup d'appelés, mais finalement assez peu d'élus. Est-ce que j'ai présenté votre livre de manière correcte, M. Kuo ? Ou est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus à ce sujet ? Bonsoir， 我很高兴来到法国，来到巴黎，来到这里。那刚刚这个 Yan 做的很正确的介绍。那我如果自己要稍微补充一点什么的话。Je suis très très heureux d'être ici ce soir. Yann a déjà fait une très bonne présentation de mon livre. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que la musique est un sujet assez rare parmi les romans taïwanais. Donc pour moi-même, c'est un peu un grand défi. Je fais face à ce défi. Je dois vaincre en fait beaucoup de craintes aussi de ne pas bien restituer le sujet, puisque moi-même je ne suis pas pianiste, mais je suis bien sûr mélomane. J'adore la musique classique depuis longtemps, surtout les sonates de piano. Et ce que j'essaye de faire dans ce roman, c'est d'écrire la mélodie de mon âme à travers ce roman. 所以写这本书，等于我必须真正要聆听到自己，是听见自己生命中其实一直有一个旋律。那到底是什么？那是什么？就像刚刚杨宁介绍的，我作为一个写作的人，很年轻就出书了，但是经过了这么多年。J'ai commencé à écrire depuis un jeune âge et j'ai publié mon premier roman très jeune, à une vingtaine d'années.
Et donc, je comprends en fait tous ces artistes qui poursuivent un rêve qui est très très difficile et qui n'est pas compris par beaucoup de monde. Et en tant qu'écrivain, c'est un peu mon devoir d'explorer l'inconnu, d'explorer la vie et l'humain, ce que c'est que l'humain. Rassurez-vous, vous en parlez très bien de la musique. Et on pourrait d'ailleurs penser que vous êtes vous-même pianiste. Je voudrais commencer par le début et lire Linky Pit, parce que Stinky Pit met tout de suite le ton. Au commencement, nous n'étions qu'âmes sans corps. Quand Dieu voulut leur donner chair, les âmes refusèrent de s'incarner dans une enveloppe sujette à la mort et à la maladie, enfermée dans un espace-temps. Alors Dieu eut une idée et demanda aux anges de jouer une musique enivrante. Les âmes furent grisées par la musique, si bien qu'elles voulurent l'écouter plus distinctement. Mais pour cela, il leur fallait passer par le chemin de l'oreille. La ruse divine ainsi triompha, et les âmes eurent désormais un corps. Est-ce que vous êtes l'auteur de cette histoire? Est-ce que vous êtes l'auteur de cette légende? Ou est-ce qu'elle fait partie d'une mythologie? 好像应该是一个神话，我很早以前就听过这个神话。En fait, ça vient de la mythologie. J'ai lu cette légende que je trouve très très belle quelque part. Et au début de ce livre, je pense que ça restitue bien l'esprit de tout ce que je voulais raconter, puisque tous les artistes dans leur recherche, peut-être ce qu'ils essayent de prouver, c'est justement où se cache l'âme. Ils essayent de l'explorer, de trouver l'âme dans ces créations artistiques. Et cette exploration, ces recherches sont à la fois très périlleuses et magnifiques. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Vous évoquiez que vous étiez mélomane tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'érudition dans ce livre. Je me demandais à quel point ce livre a nécessité des recherches ou si vous avez été accompagné par des musiciens, par des luthiers. Par exemple, vous dites, page 11, la température idéale pour le Steinway à queue était de 20 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 42%. Ça, c'est des informations extrêmement précises de connaisseurs, de fins connaisseurs. Et ce n'est qu'un petit exemple. 这里头我一直觉得都是一些讲到一些很基本的东西，我自己不能算是说真的去有研究。那当然有两部分，我觉得更难的是关于音乐家的他们的一个。Pour moi, ce sont des informations quand même, ça fait partie des connaissances de base pour moi. Bon, peut-être que si j'ai bien compris les musiciens, c'est parce que vous avez évoqué tout à l'heure, je fais des études de théâtre, notamment à New York. Et à l'époque, à New York, il y en a toujours aujourd'hui beaucoup d'étudiants taïwanais qui font des études de musique à New York. Et à l'époque, j'ai beaucoup fréquenté ces camarades musiciennes. Et à partir de là, effectivement, j'ai entendu qui m'ont raconté toutes les épreuves qu'ils ont traversées, toutes les difficultés qu'ils ont dû vaincre afin de devenir musiciens. Et cela m'a beaucoup frappé à l'époque. Mais ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai pu utiliser cette matière dans ce roman aujourd'hui. 像是我以前都不知道，他们学音乐的人，这个时间跟年纪给他们多大的压力。 Oui, il y a beaucoup de choses que j'ignorais avant de côtoyer ces musiciens. Par exemple, le temps et l'âge
ce sont des choses qui leur donnent beaucoup de stress, puisque si vous êtes pianiste ou violoniste et que vous avez dépassé la vingtaine et que vous n'avez pas remporté de grands prix internationaux, voilà, votre avenir n'est pas du tout assuré. Alors qu'en tant qu'écrivain, je suis quand même chanceux. J'ai pu publier ce roman à l'âge de 55 ans. 然后我们都知道，最大的钢琴比赛就是肖邦音乐大赛。那其中有2位得到第1名的，一个是来自越南的。Tout le monde connaît le concours Chopin, qui est très important pour les pianistes. Et il y avait 2 Asiatiques qui ont remporté le Grand Prix Chopin. Il y avait un Vietnamien, M. Tang, il avait peut-être 20 ans ou 22 ans quand il a gagné le concours. Et Li Yunti, le chinois, bien sûr, qui a gagné le concours à 18 ans. Donc, je pense à ces jeunes prodiges. Ils sont prodiges, mais derrière l'image de prodige, au fait, il y a beaucoup de choses que nous ignorons de leur vie. Quelles sont les solitudes qu'ils ont dû traverser. Ils ont dû abandonner les soirées avec des amis pour pratiquer sans cesse leur art. Donc, tout ce qu'ils ont fait pour arriver à ce stade, c'est ce que nous ignorons, nous. On ne voyait qu'en glissant sous les feux de la projecteur. Et donc, il y a à Taïwan notamment beaucoup de parents qui espèrent que leurs jeunes enfants, qui sont considérés comme des prodiges, qui vont devenir des grands musiciens, mais combien ont échoué pour quelques réussites. C'est effectivement ce que vous montrez de manière assez tragique dans le livre. On suit finalement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et on suit les carrières de ces musiciens, de ces jeunes prodiges, qui font tout pour réussir, mais l'âge les rappelant, il faut trouver une alternative. Et vous racontez cet envers du décor. Cet envers du décor, vous le racontez aussi à travers le personnage principal, qui est cet accordeur de piano. Pourquoi avoir choisi un accordeur de piano plutôt qu'un interprète, plutôt qu'un musicien lui-même? Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Et deuxième question, est-ce que vous voyez dans le rôle de cet interprète le même rôle que vous, en fait? Est-ce que c'est vous, l'accordeur de piano, en tant qu'auteur, qui doit harmoniser peut-être les choses? Mais je vous laisse répondre. 他必须具备一些像作家的一些敏感跟观察力，因为调音师要跟不同的音乐家，越是成功的音乐家，他们越神经质。Pour moi-même, je suis plus proche de l'accordeur, je dirais, que de l'interprète. Parce que l'accordeur doit posséder les mêmes sensibilités et le sens d'observation que les écrivains, que les musiciens. Et c'est comme un écrivain. Et on sait que beaucoup de grands musiciens sont des névrosés, qui sont très exigeants vis-à-vis de leurs instruments. Et l'accordeur, en fait, ce qu'il doit comprendre, c'est pas le piano, mais c'est l'homme qui est en face de lui. Qu'est-ce qu'il attend de lui et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit moins stressé. Et donc souvent l'accordeur est un très bon psychologue qui soulage un peu les stress, les angoisses de l'interprète. Et je pense qu'un bon accordeur est très important pour assurer justement les pianistes qui sont très angoissés avant chaque représentation. Et c'est un bon métaphore pour ce livre, à mon avis. 所以我觉得调音师跟我很像的部分就在这里，然后也是这个小说里头我想要描写的一个部分，就是。Moi, en tant qu'écrivain, bien sûr, j'ai toujours décrit les sentiments de mes personnages, leur aspect psychologique, leur monde intérieur. Et
Donc tout cela est très important, mais quand on sort un peu de son bureau et quand on est face à la réalité, on a souvent des illusions ou des déceptions, comme vous disiez. Pour moi, je pense qu'un bon écrivain, c'est un peu comme un bon accordeur qui est capable justement d'accompagner les pianistes, les musiciens, pour calmer leurs angoisses et d'être vraiment un compagnon de route, si on peut dire, et de les rassurer, d'apporter du réconfort. Il y a un morceau qui ouvre le livre dès les premières lignes. C'est un morceau de Rachmaninoff. Je voudrais en écouter quelques secondes, si vous êtes d'accord. Et après demander à Monsieur Couot pourquoi ce morceau. C'est une terrible offense de le couper comme ça, mais on le réécoutera à la fin. Pourquoi avoir choisi cette suite en ré mineur de Rachmaninoff et qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Est-ce que vous l'écoutiez en boucle en écrivant le roman? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? 在写作的时候，还是需要很安静，不会一直在放这个音乐。那但是拉赫曼尼诺夫他的音乐，我个人觉得他比较像在有说一个故事的感觉。J'écris dans le silence, donc je ne mets pas la musique en boucle en écrivant. Et pourquoi Rachmaninoff? Parce que c'est un compositeur, l'un de mes compositeurs préférés, et ses musiques racontent des histoires, à mon avis. Donc ça nourrit vraiment mon imagination, cela m'inspire. Et au cours de l'écriture, j'ai réfléchi bien sûr sur plusieurs possibilités. Est-ce que je vais citer Debussy ou Liszt? Mais finalement, j'ai choisi cette pièce de Rachmaninoff parce que cette mélodie entre en résonance avec mon état d'esprit pendant l'écriture de ce roman. Et bien sûr, donc, comme j'écris dans le silence, il n'y a pas cette mélodie dans mon oreille, mais cette mélodie est un peu dans mon cœur qui ont accompagné l'écriture. La première lectrice à qui j'avais donné d'ailleurs le livre gentiment envoyé par les éditions Pitié, parce que j'en avais pas à ce moment-là, m'a raconté qu'elle s'était réveillée en pleine nuit pour poursuivre la lecture du livre et écouter ce morceau dans les heures noires, grises de la nuit, où on ne sait plus très bien quand il est. Donc vous voyez, vous faites traverser cette musique à vos lecteurs. Il y a un petit passage qui est assez étonnant et on revient vers le destin des musiciens. C'est le choix d'Émilie finalement. Le choix d'Émilie, plutôt que de devenir soliste, elle choisit de devenir premier violon d'orchestre. Parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas la capacité de devenir une soliste brillante. Elle se résout à un choix peut-être pragmatique. Moi, ça m'a évoqué, à part le choix pragmatique évident, ça m'a évoqué un entretien entre Murakami Haruki et Seiji Ozawa, qui était un très grand compositeur de musique japonais, qui expliquait qu'il avait des élèves dans son école en Suisse, et en Suisse, tout le monde voulait devenir soliste et faisait la compétition. Et il avait une école au Japon, et au Japon, il n'avait aucun soliste, et tout le monde voulait faire partie de l'orchestre. Il y a une forme probablement de l'être en Asie,
cette manière de vivre peut-être dans le groupe et moins dans l'individualité que représente l'Occident ou pas du tout? 这倒不一定，但是我觉得，亚洲的学音乐的，他们也比较现在比较，我觉得情况有改善。Pas forcément. Je pense qu'en Asie, aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. Mais au début, oui, effectivement, quand Deng Taishan, le vietnamien, a été le premier en fait, asiatique et en plus vietnamien à avoir remporté le prix Chopin, ça a choqué, ça a été un grand choc pour le monde musical international. Et moi, c'était vraiment la première impression que j'ai eue dans mon enfance, cette victoire qui a étonné le monde entier. Effectivement, la musique, la grande musique classique vient de l'Occident, donc toutes les règles de jeu, si je peux dire, ont été définies de façon occidentale. Et pour les Asiatiques, effectivement, c'est très difficile. Donc, je pense que le vietnamien, il a eu beaucoup de chance, puisqu'il a été découvert à son jeune âge par un Russe qui l'a amené perfectionner son art en Russie, ou l'Union soviétique à l'époque peut-être. Donc, c'est vraiment très, très, très rare, ce genre d'exemple. Aujourd'hui, il y a de très nombreux grands interprètes de musique classique en Asie. Je ne connais pas les statistiques, mais peut-être même plus de grands interprètes en Asie qu'en Occident. En tout cas, des grands pianistes chinois. Voilà. Vous me donnez l'opportunité d'aborder un deuxième grand musicien. Vous dites dans le livre, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à décrire, dit-il, c'est le temps. La musique nous fait entendre le temps, elle nous fait entendre notre ombre. Ça m'a fait écho puisque je lisais il y a quelque temps un merveilleux entretien entre Robert Kraft et Igor Stravinsky, fait dans les années 50, et Stravinsky dit la même chose. Il dit la musique, c'est le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire ça, ce que c'est que cette idée-là? 当然，我自己不是 professional， 但是我确实对这个说法觉得非常的着迷，而且是觉得非常的准确。对。Oui, en fait, bon, je ne suis pas du tout musicien, mais ce rapport entre la musique et le temps, c'est vraiment exact, ce que je trouve. Parce que bon, le temps que nous parlons actuellement, c'est pas le temps qu'on voit sur la montre. C'est une expérience. Pendant mes expériences mélomanes, quand j'assiste à un concert, je le sens au fond de moi-même que je partage quelque chose avec le soliste sur scène. Et qu'est-ce qu'on partage? Ce quelque chose, j'ai essayé de le trouver et finalement j'ai trouvé que c'était le temps. Donc c'est dans le temps qu'on partage quelque chose. Et après, bien sûr, j'ai aussi lu ce qu'a dit Stravinsky et je trouvais que c'est vraiment, c'est ça, c'est bien ça. Et la musique, c'est dans notre vie aussi, ce n'est pas uniquement dans la musique, c'est un peu partout dans notre vie. Quand nous parlons, c'est une musique. Et moi, en tant qu'homme de théâtre, j'ai beaucoup travaillé avec les comédiens. Et pour moi, tous les dialogues, c'est aussi de la musique. Et quand j'écris, j'entends de la musique. Je vais vous donner un exemple. 我曾经把我很喜欢的一个美国剧作家 Tennessee Williams 的《A Streetcar Named Desire》把它翻译成了中文，然后我自己做导演。然后我在翻译的时候，我就非常的觉得我在听音乐一般。所以像比如说很有名的这句台词 I always depended on the kindness of the strangers，
L'exemple vient d'un grand dramaturge américain, Tennessee Williams, que j'aime beaucoup. J'ai adapté, j'ai mis en scène sa pièce la plus célèbre, Un tramway nommé Désir, à Taïwan. Et vous connaissez sans doute la réplique la plus célèbre de la fin, donc j'ai toujours dépendu de la gentillesse des autres. C'est ce qu'a dit l'héroïne blanche à la fin de la pièce. Et j'ai monté la pièce donc en chinois. Et dans la traduction, pour moi, cette réplique, c'est vraiment de la musique. Donc c'est pour ça qu'il a dit, je l'ai dit plusieurs fois. Donc j'ai essayé de retrouver cette musique dans la traduction chinoise que j'ai mise en scène à Taïwan. Et pour moi, c'est ça, la musique. Vous évoquez la musique, mais il y a une construction narrative assez complexe dans votre roman. On pourrait le voir en 2 actes, mais même pas. Vous mélangez beaucoup de choses et de temps en temps, vous interpellez même le lecteur, ce qui n'est pas du tout désagréable, au contraire. Je vais vous lire ce petit passage qui est une pique et qui attrape le lecteur au détour du chapitre 3. Je crois que le lecteur éprouve à présent plus d'intérêt pour Lin-san que pour moi. Est-ce que je me trompe? Lin-san étant un des 2e personnage très important du roman. Je suis lucide, je sais pertinemment que je ne suis pas le centre de cette histoire. Sans cette once de sagesse, mon existence aurait encore moins d'importance. Ceci dit, je découvre de nombreuses ressemblances entre mon rôle de narrateur et celui d'accordeur. Et quelques lignes plus loin, vous dites du rôle de l'écrivain que l'écrivain ni n'arrange à sa guise une fin qui lui plaît, ne peut arranger à sa guise une fin qui lui plaît, comme si les personnages lui échappaient. Et il n'était que là pour harmoniser leur destin et leurs histoires. Alors que vous décidez de la fin, non? 很高兴这个杨有读到了这一部分。确实作为一个小说家，我也想在里头表达我对小说艺术的一点自己的想法。Oui, je suis très content que Yann, vous avez vu tout ce que j'ai essayé de cacher dans mon roman. Parce qu'en tant qu'écrivain, bien sûr, j'ai quelques réflexions sur l'art de l'écrivain que j'essaye de transmettre un peu dans ce roman. Et bien sûr, nous connaissons des romans comme Jenner, qui a été donc à la première personne singulier. Ce genre de roman, bien sûr, c'est des très grands chefs-d'œuvre, mais quand quelqu'un qui vous raconte l'histoire du début à la fin, une histoire très bien organisée, en fait, c'est une illusion. Les lecteurs croient que c'est une réalité, mais non, c'est une illusion, c'est des choses qui ont été arrangées justement par l'écrivain pour que ce soit comme ça et non pas autrement. Et les lecteurs croient que c'est ça la vie, mais en fait non, c'est pas la vie, c'est de l'art, c'est de l'illusion créée par l'écrivain. Et donc dans mon roman, au contraire, j'essaye de casser cette chose bien organisée. Je fais exprès pour les narrateurs, ils vont essayer de faire quelques digressions, ils vont parler, mais ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils disaient. Il va essayer de cacher quelque chose, ne pas vous dire toute la vérité. Et c'est ça, ce que j'essaye de faire, c'est pour rappeler au lecteur que là, vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes en train de lire un roman, et la vie est beaucoup plus complexe que ce que vous imaginez. 如果以后我的有其他的小说翻译成法文的话，就可以更认识我的小说风格就是这样。Si dans le futur il y aura d'autres de mes romans qui sont traduits en français, cela va vous permettre de vous familiariser avec mon style. Cette complexité, elle se répète en écho dans les relations entre les personnages, dans les non-dits, dans la subtilité de leurs désirs, de leurs déceptions, dans les rapports qui soient hétérosexuels ou homosexuels. Donc on la ressent pleinement et c'est très réussi.
l'amour étant le deuxième grand thème de votre roman. Comment vous détermineriez la littérature taïwanaise dans les multiples influences qu'on connaît sur l'île de Taïwan? La question est la suivante. Comment vous détermineriez la littérature taïwanaise, en fait? Sous l'influence chinoise, japonaise, coréenne, quelle est son unicité? Qu'est-ce qui la rend unique? Et si vous arrivez à en dire quelque chose, est-ce qu'elle est représentative de la mosaïque des cultures qui sont présentes à Taïwan? 如果大家对于台湾这个地方它的一个历史有一些了解的话，你就发现它是非常非常多元影响的冲击融合产生的文化文学也不例外。Si vous connaissez un peu l'histoire de Taïwan, vous savez que c'est une île qui a reçu effectivement de multiples influences étrangères. Et donc on a vécu vraiment de grands chocs de culture et bien sûr beaucoup de métissage également. Et la littérature ne fait pas exception. Donc comme nous écrivons en mandarin, donc avec des caractères chinois, effectivement tous les écrivains ont reçu l'influence de la littérature chinoise, surtout les grands classiques que nous avons étudiés tout le monde, et beaucoup de grands de la poésie, par exemple la poésie classique chinoise nous a beaucoup influencé. Et la deuxième influence vient du Japon à cause de la proximité géographique, mais aussi des liens historiques, comme Taïwan a été une colonie japonaise pendant 50 ans. Et donc toutes les informations circulent très très vite entre Taïwan et Japon, beaucoup plus rapidement qu'entre Taïwan et la Chine continentale. Et troisième influence, bien sûr, c'est la littérature anglo-saxonne. Grâce à tout l'empire culturel américain et anglaise, tous les écrivains ou tous les jeunes gens en général ont reçu bien sûr cette influence-là, et les films de Hollywood y est pour quelque chose aussi. Donc Taïwan effectivement est un terrain très très fertile pour toutes sortes d'explorations diverses. Et dans mon roman, j'essaye de ne pas être étiquetée, si je peux dire. Est-ce que parce qu'on parle d'amour homosexuel dans ce roman, ça doit être étiqueté comme roman de la littérature gay? Ou est-ce que ça parle uniquement de la musique et pas d'autre chose? J'essaye d'aller au-delà, de ne pas être soumis à ces idées réductrices. Voilà, c'est ma façon de métisser un peu toutes ces influences dans mon roman. Je voudrais aborder une dernière question. Vous parlez de la vie de grands musiciens au fur et à mesure de digressions que vous abordez dans le roman. Sviatoslav Richter, par exemple, qui a une vie assez folle, ou les positions de Glenn Gould, qui sont aussi géniales. Il y en a une qui, moi, m'a beaucoup touché à la fin. Je vous en ai dit quelques mots avant la rencontre, et qui m'a fait faire ce voyage peut-être que Lin San, qui est un des personnages très attachants du roman, fait quand il écoute Rachmaninoff. M'a fait revenir 10 ans en arrière. C'est quand vous évoquez dans les 20 dernières pages la carrière et l'histoire de Fujiko Heming, qui presque contredit cette loi tragique du musicien qui, s'il n'a pas réussi à 20 ans, ne réussira plus. Au contraire, ça donne une note lumineuse. Je vous en remercie. Et pourquoi avez-vous choisi d'évoquer Fujiko Heming, peut-être en parler pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter jouer de la musique? 就像我前面讲的，以前我们说20世纪的前半段有很多的旧的秩序、旧的规则。Oui, donc c'est effectivement pour apporter un contraste avec l'ordre ancien qui régnait au début du XXe siècle, tous ces musiciens qui devaient réussir à l'âge de 17 ans, 18 ans, sinon c'est trop tard. Toute cette catégorisation des étiquettes qu'on met sur des gens,
il y avait ces cadres très rigides. Et l'apparition de cette vieille dame, Fujiko Hemming, qui à l'âge de 90 ans a vendu 3 millions d'exemplaires de son disque, c'était incroyable. Et quand elle est jeune, personne ne la connaissait. Et donc c'est grâce à Internet, c'est notre époque qui a apporté cette nouvelle possibilité pour les gens de devenir célèbres du jour au lendemain. Et donc, c'est un nouveau monde, selon moi. Donc, j'ai envie de montrer ces changements d'époque. Donc, on n'a plus besoin d'être un prodige à 20 ans. On peut très bien être une vieille dame qui jouait tranquillement son piano dans son coin et qu'un beau jour, elle a été découverte comme ça. Si vous voulez, moi, je m'arrêterai sur ce petit passage de la Campanella, joué par Fujiko Hemming, avant de vous laisser poser vos questions à Monsieur Ko. Je vous invite, comme a pu faire Monsieur Ko, à la regarder surtout parce qu'elle est assez exceptionnelle. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire ce livre qui est véritablement profond et étonnant. Vraiment un très bon livre, donc merci. Merci d'être là. Je vous laisse la parole peut-être si vous avez des questions. Je voulais savoir qui est sur la couverture. Sur le premier sens, c'est ça. Oui, c'est Horowitz. Oui. Merci de souligner cette couverture qui est effectivement très belle. Ce titre français, Taipei Pianissimo. 想到这个标题的人自己来说。 Oui, on va demander à la personne qui a trouvé ce beau titre de nous en dire plus. Je pense que tout simplement c'est un titre qui arrive à retranscrire en fait la poésie, la mélancolie, l'infinie douceur qu'on retrouve dans ce livre. En fait, quand j'ai pensé au mot pianissimo, moi c'est la neige à New York que je voyais tomber. C'est une des scènes du roman qui m'a beaucoup touchée. Voilà ce qui a motivé le choix de ce titre. 我很感谢我的编辑 Juliet 给了他这一个标题，因为这个标题跟原来的中文标题不太一样。 Je remercie vraiment mon éditrice Juliette Piquet d'avoir trouvé ce beau titre qui est différent du titre original parce qu'en chinois c'est Xun Qing. Donc en fait il y a un homonyme entre Qing le piano et Qing le sentiment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est à la recherche du piano, de la musique ou du sentiment. Voilà, ça c'est le titre chinois. Mais le titre français, vraiment, je trouve que tout mon style est là-dedans, et dans ce titre. Parce que, donc, en plus, il y a Taipei, il y a Pianissimo. Donc Taïwan est vraiment dans cette société très, très dynamique qui est la société taïwanaise. Il y a cet accordeur de piano, quelqu'un d'insignifiant, mais qui, dans sa solitude, dans sa tranquillité, nous apporte ces moments de poésie. Voilà. Donc c'est vraiment un titre magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle lecture et une belle écoute des morceaux. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.